Je vais vous parler du spectacle intitulé « Le dernier spectacle ». La pièce a été créée en 1998, mais l'idée de cette pièce m'est venue en 1995. Ma situation en 1995 est la suivante. J'avais fait 2 pièces, non données par l'auteur, Jérôme Bel, mais dans ces deux pièces, il n'y avait pas un seul pas de danse. Or, mon but était la danse. À chaque fois, c'était de produire de la danse. Et dans les 2, je n'y étais pas arrivé. Et ça me posait un problème, parce que j'aime beaucoup la danse. Et donc, je me suis dit, bon, comment arriver à faire un spectacle de danse, véritablement? Et l'idée m'est venue de voler les danses que j'aimais, voler les danses des autres chorégraphes et de les organiser pour faire mon propre spectacle. Une sorte de sampling, en fait, ou de copier-coller. Un copier-coller de mes danses favorites. L'enjeu étant clairement la copie, j'ai relu Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert, qui est le roman dont les héros sont 2 copistes et qui est bien connu pour être le roman sur l'idiotie. Étant donné que la copie est véritablement jugée péjorativement. Il y a un autre copiste dans la littérature qui s'appelle Bartleby, du roman de Herman Melville. Il y en a aussi chez Borges. Donc j'ai relis tous ces héros, ou anti-héros de la copie, souvent d'ailleurs, plutôt des anti-héros. Il m'est arrivé aussi une petite histoire. À Paris, il y a une galerie qui s'appelle, une rue qui s'appelle la rue Louise Weiss, avec plein de galeries. Et chaque 2 mois, je vais visiter les galeries. C'est des galeries d'art contemporain. Et j'ai un trajet. Je rentre dans la première, ensuite la seconde, etc. Et là, je rentre dans la première galerie et je vois une installation d'un artiste belge très intéressant qui s'appelle Karsten Holler. Et ouais, je trouve ça, c'est très intéressant. Ensuite, je quitte cette galerie, je vais dans la suivante. Et quand je rentre dans la galerie, je m'aperçois que c'est exactement la même installation. Alors, je suis un peu surpris. Est-ce que j'ai changé de galerie? Enfin, il y a un petit moment de trouble. Et je vais voir le cartel. Et je vois écrit que l'auteur, c'est Maurizio Cattelan. Alors, je suis un peu surpris. Je vais voir le galeriste et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il me dit, voilà, l'idée de Maurizio était de copier l'œuvre de son collègue, de faire exactement la même chose. Alors vous comprenez pourquoi ça m'intéressait, évidemment, parce que c'était une stratégie proche de la mienne. J'ai continué à faire des recherches sur le travail de Maurizio Cattelan, et je me suis aperçu qu'une fois, il devait faire une exposition à Amsterdam, et la veille de l'exposition, son galeriste, il n'y a rien dans la galerie, donc son galeriste lui dit, écoute, qu'est-ce qui se passe? C'est demain le vernissage, donc... Et bien, je lui dis, t'inquiète pas. Et dans la nuit, Maurizio Cattelan et sans doute des complices pénètrent dans une autre galerie, volent les œuvres d'art qui sont exposées dans cette galerie et les ramènent dans sa propre galerie. Et le lendemain, il y a un vernissage avec les œuvres volées par Maurizio Cattelan d'un autre artiste. Donc tout ça, évidemment, me ravissait. Puisque voilà, ça me permettait ça me stimulait pour continuer ce projet-là. Un autre point de vue,
j'étais intéressé par un concept inventé par Julia Kristeva, qui est une philosophe, psychanalyste française, d'origine bulgare. Et elle a inventé une chose, un concept très intéressant dans pour moi, qui s'appelle l'intertextualité. L'idée, en quelques mots, c'est que elle pense que tout texte d'un auteur, d'un écrivain, puisqu'elle travaille sur la littérature, peut être vu comme l'assemblage, l'agencement d'autres textes que cet auteur aurait lus. C'est-à-dire, je grossis évidemment, chaque œuvre n'est que le tissage d'autres œuvres déjà vues. Donc vous comprenez pourquoi c'était très excitant pour moi, ce concept d'intertextualité. D'un autre point de vue encore, ce qui était intéressant avec cette idée, c'était la réactivation de danse qui était perdue. Le système dans la danse contemporaine, c'est grosso modo, c'est 3 mois de répétition. On engage les danseurs pour 3 mois de répétition. Ensuite, on part en tournée, si tout se passe bien, pendant 1 an. Et ensuite, on re-engage d'autres danseurs et on laisse tomber la pièce. Et on en fait une autre. C'est le système de production, qui est un système à rendement rapide. Et moi, je trouvais ça dommage parce que je trouve qu'il y avait des choses qui avaient été formidables et qui devaient durer plus longtemps. Donc avec mon idée de prendre des danses comme ça que j'avais vues il y a quelques années, mais qui n'existaient plus, qui n'étaient plus visibles, j'aurais pu réactiver ces danses anciennes. Un autre point de vue intéressant, c'était le point de vue écologique. À la place de produire de nouvelles danses, il valait mieux en recycler des anciennes. Dernier point, c'est un texte qui a eu beaucoup d'importance pour moi. C'est le chapitre dans Unmarked de Peggy Phelan qui s'appelle Ontology of Performance. Peggy Phelan est une chercheuse en Cultural Studies, études culturelles, études de la culture, aux États-Unis. Elle a écrit ce livre Unmarked, et dans ce livre, il y a ce chapitre Ontology of Performance, ontologie du spectacle vivant, on pourrait traduire, et elle définit l'ontologie du spectacle vivant par le fait que justement il n'est pas reproductible. On ne peut pas reproduire un spectacle vivant. Quand je dis un spectacle vivant, c'est-à-dire ce qu'il se passe sur scène, dans l'instant de la chose. Or, évidemment, je suis d'accord avec ça. On sait bien qu'on ne peut pas reproduire d'un soir à l'autre la même chose. On essaye de reproduire on a une sorte d'idéal du spectacle, mais chaque soir, c'est pas ça qui se passe. Et cependant, mon idée, c'était justement de reproduire, n'est-ce pas ? Donc voilà, là il y avait quelque chose une problématisation comme ça qui, on va le voir, va être au cœur de ce spectacle. Voilà. Donc on parlait de 95.
quand j'ai eu cette idée, quand j'avais fait Nom donné par l'auteur et Jérôme Bel. Et en 95, les spectacles n'ont pas été vus. Enfin, un petit peu Nom donné par l'auteur, mais je suis inconnu. C'est-à-dire, je n'ai pas de responsabilité artistique dans le champ chorégraphique, je ne suis pas identifié du tout. Et donc, je pense que c'est pour ça que j'ai eu ce type d'idée, c'est-à-dire que j'étais hors des lois. Je pouvais imaginer, dire, ah oui, j'ai fait un spectacle en volant les spectacles des autres. Or, il se trouve que, justement en 95, mon travail commence à être reconnu et je suis invité dans les festivals en Europe et je commence à voyager, à montrer ces 2 spectacles et j'ai même une commande et c'est à ce moment-là que je fais Chartologie au Portugal et en Belgique. Et il se trouve que donc j'ai pas le temps de continuer ce projet, donc je le mets entre parenthèses et je me remets à ce projet en 98. Et là, ma situation est totalement différente. C'est passé 3 ans et ce que je représente n'est pas comparable avec ma situation en 95. Je suis tout d'un coup identifié, mes travaux sont commentés, vus, et donc quand je me remets à ce projet de voler les danses des autres, je m'aperçois qu'il y a des difficultés que j'avais pas imaginées avant. En l'occurrence, ce qu'on appelle le copyright ou droit d'auteur. Je m'aperçois en lisant les textes de propriété intellectuelle dans la loi française que c'est interdit, que si je fais ça, je peux être obligé de payer 20 000 € d'amende, ou même, ça peut aller jusqu'à 6 mois de prison. Donc, je suis très déçu par cette découverte. Et cependant, en relisant les textes, je m'aperçois qu'il y a une possibilité qui est ce qu'on appelle la citation. Et en fait, moi, c'était ça que je voulais faire. Je voulais voler, mais je voulais dire, je voulais que ça faisait partie du spectacle. C'est-à-dire que les gens voient que les danses qui étaient dans mon spectacle venaient de Anne-Theresa de Keersmaeker ou de Trisha Brown ou Nijinsky ou des choses comme ça. Il y en a d'autres encore. Donc, en fin de compte, c'était exactement ça. C'était un spectacle de citation. Donc, je me dis, parfait, je suis sauvé, je vais pouvoir continuer. Cependant, très vite, je m'aperçois qu'il n'y a pas... La citation en danse n'existe pas. Il n'y a pas de précédent, ce n'est pas légiféré. Par exemple, en littérature, c'est tout à fait possible de faire une citation. Je peux dire, voilà, en 1982, Madame Marguerite Duras a écrit ceci, ouvrez les guillemets, point, fermez les guillemets, c'est autorisé. Je n'ai pas à payer de droit à Marguerite Duras, ni à demander l'autorisation. En musique,
c'est la même chose. Je peux dire, ah voilà, cette musique de Varèse, je vais vous la faire écouter, et je crois que c'est un nombre de mesures. Je ne sais pas exactement, voilà, c'est un nombre de mesures permises. C'est ce qu'on appelle le droit de citation. Et en danse, hélas, la chose n'existe pas. Donc, redéception, je m'aperçois que mon projet est encore compromis, je suis très triste, mais surtout, je m'aperçois que cette inexistence de la possibilité de citation est en fait plus dramatique que ça, enfin plus importante, elle a des conséquences beaucoup plus grandes. Je m'aperçois que la citation, pourquoi j'utilise Marguerite Duras dans mon livre, par exemple, si je suis un écrivain, je l'utilise parce que je travaille sur un problème et il se trouve que Marguerite Duras a dit ça sur ce problème de manière très intéressante. Et je suis d'accord avec elle, par exemple. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, et comme dit Marguerite Duras, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin de le redire. Je n'ai pas besoin de l'écrire différemment puisque ça a déjà été écrit et de manière très, très bonne, par exemple, pour Marguerite, par Marguerite. Et ça veut dire que, en tant qu'écrivain, je m'inscris dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des gens autour de moi ou avant moi, des prédécesseurs, qui ont très bien dit les choses, et donc je vais les utiliser. Je vais m'appuyer sur leurs recherches, leurs découvertes. Donc, il y a une histoire. Il y a un passé. S'il n'y a pas de citation, s'il n'y a pas de référence possible, il n'y a pas d'histoire. C'est-à-dire que je dois recommencer tout à zéro, encore une fois. Et c'est l'idéologie qui domine dans la danse à cette époque, et depuis quelques années. C'est-à-dire, si tu veux être un chorégraphe, devenir un chorégraphe, ton entourage, le milieu dit, alors voilà, fais quelque chose d'original, de nouveau, d'authentique, voilà, un terme encore problématique. En fin de compte, oublie le reste. Et ça, je pense que c'est une ineptie totale. On ne peut produire quelque chose qu'en s'appuyant, en se déterminant d'après un savoir, d'après des connaissances, et par rapport à celles-ci, pour les critiquer, ou pour aller plus loin, ou pour... on s'y réfère implicitement. C'est un peu l'idée d'intertextualité de Julia Kristeva. Quand elle dit un auteur écrit quelque chose à partir de ce qu'il a lu, en gros, ça veut bien dire que c'est ces références qui le forment et qui vont conduire à une réappropriation et un réagencement des choses. Et cette idée-là s'oppose totalement à l'idée d'authenticité, de romantisme, d'une quelconque inspiration qui viendrait d'on ne sait où, probablement d'en haut en général. Oui. Voilà. Voilà, c'est cette dramatique histoire de la danse sans histoire.
et donc de citations impossibles. Voilà, je continue un peu comme ça, à réfléchir, et dans les textes, toujours, je m'aperçois qu'une chose est possible, c'est la parodie. Alors là, je peux prendre tout ce que je veux, pourvu que je fasse de la parodie. Ça, je n'aurai pas de problème avec les auteurs et les ayants droit. Évidemment, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, puisque ce que je veux faire, c'est exactement le contraire. Je veux prendre des danses que j'admire, des choses dont je ne veux absolument pas me moquer, pour le coup. Donc, je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, la seule solution qui me reste, c'est de demander au chorégraphe, de leur envoyer une lettre ou un mail et de dire, voilà, je m'appelle Jérôme Bel, je suis chorégraphe. Est-ce que j'ai une idée de ce que je vous ai raconté et de savoir si ils acceptent ou pas. Mais avant ça, il fallait définir quelle danse je voulais plus précisément, à qui demander. Donc, en réfléchissant, je me suis vite aperçu que les danses qui avaient été les grandes danses que j'avais vues, c'était celles souvent dansées par des femmes. Ça, je le savais déjà, que les hommes qui dansent, ça m'a jamais... Enfin, c'est pas comparable avec une femme qui danse. Bon, je suis un peu désolé de dire ça, je n'ai pas vraiment de raison à ça. Il faudrait que je réfléchisse encore. Voilà, donc j'avais pensé à des femmes. Ensuite, deuxième point, je me suis aperçu qu'il était beaucoup plus intéressant que ces danses soient dansées par leur créatrice même. Que ce ne soient pas des interprètes de leur chorégraphie, mais elles-mêmes qui le dansent. Ensuite, je me suis aperçu qu'il était beaucoup plus intéressant que la danse soit celle de chorégraphes vivantes. C'est-à-dire que si j'avais pris des chorégraphes mortes, on pourrait penser que je les avais pris parce qu'elles étaient mortes et que donc je les faisais revivre. Or non, c'était important pour moi de montrer que c'était autre chose. C'était pas leur disparition qui me faisait les remettre, les raviver, disons, mais le fait que elles puissent danser leur danse dans un théâtre le même soir que nous la copie dans notre théâtre. Voilà, ça n'est pas très clair. Voilà, mais c'est ça, c'est comme ça. Donc j'ai commencé à faire des essais et j'ai appelé les 3 autres interprètes de cette production à venir dans un studio et je leur ai expliqué qu'est-ce qu'on allait faire. Et donc, je leur ai montré par exemple, les 2 chorégraphes que je considérais qu'il fallait mettre dans ce spectacle, qui étaient Trisha Brown et Anne-Theresa de Keersmaeker, qui sont parmi mes idoles. Et donc, je leur montre, je me mets devant eux et je danse dans le style de Trisha Brown, puisque je n'avais pas encore travaillé une pièce, et les 3 danseurs éclatent de rire. Je réitère avec Anne-Theresa de Keersmaeker, et pareil, ils éclatent de rire encore une fois, et hélas, évidemment, je suis très déçu, puisque ce n'était pas le but
de ces essais. Et je m'aperçois que s'il rit, c'est parce que c'est une parodie. Et ça, comme je l'ai expliqué déjà, ça ne me convient pas du tout. Donc je renvoie les danseurs en disant « Bon, bah, écoutez, ça ne va pas aller, il faut que je me remette au travail. Je vous rappelle quand j'ai quelque chose à faire avec vous. » Donc je rentre chez moi, je réfléchis, je me dis « Qu'est-ce qui peut éviter la parodie ?» Et je pense que peut-être, si j'utilise des danses extrêmement dramatiques, ça peut rééquilibrer le côté drôlatique de la situation, effectivement, puisque c'est des copies. Donc, en pensant danse dramatique, je pense à un des grands courants, un des très importants courants de la danse du XXe siècle, qui est ce qu'on appelle l'expressionnisme allemand. Dans l'expressionnisme allemand, j'isole deux figures et deux solos qui sont Pina Bausch, dans son solo de sa pièce qui s'appelle Café Muller, et aussi Susanne Link dans une pièce qui s'appelle Wandlung. J'essaye avec les danseurs, effectivement ça se passe beaucoup mieux. C'est-à-dire que le côté extrêmement émotionnel de la danse empêche presque la parodie. Donc je contacte ces deux chorégraphes en leur demandant de me prêter leur danse. Pina Bausch refuse. Évidemment, je dois avouer là que j'étais presque sûr qu'elles allaient refuser. Hein, il n'y avait presque aucune chance de prêter à un inconnu des choses extrêmement importantes pour elles, qui sont extrêmement sophistiquées, qu'elles dansent elles-mêmes parce que probablement personne n'arrive à les faire, je ne sais pas, ça doit être de cet ordre-là, ou extrêmement... où elles sont... des choses très précieuses pour elles. Mais bon, moi j'ai travaillé, j'ai dit je vais au bout de cette histoire, après si elles me disent non, ben, ça s'arrêtera là et puis c'est tout, c'est un travail de recherche, on verra bien. Donc Pina Bausch dit non, je comprends tout à fait, bon, pas étonné. Je demande à Susanne Link qui, elle, me répond favorablement, en me disant bon, j'aimerais bien qu'on en parle, ce que je comprends. Et quand je la rencontre, elle me dit qu'elle a vu les spectacles. Elle a vu, nom donné par l'auteur et Jérôme Bell, donc à Berlin, quand on était en tournée, là-bas où elle réside à Berlin. Et effectivement, c'est ça, elle ne cache pas, qui a rendu sa réponse favorable, parce qu'elle avait aimé les spectacles. Donc, je me procure la vidéo de la chorégraphie Wandlung. J'en fais 4 copies. Je réunis les danseurs et je leur fais, voilà, je leur distribue à chacun une vidéo et je leur dis, voilà la chorégraphie. Rentrez chez vous, apprenez-la et on se retrouve dans une semaine. Et le spectacle est fait. Ich bin Susanne Linke.
Ich bin Susanne Linke. Ich bin Susanne Linke.